Dans le grand 2, j'ai cherché à démontrer la manière dont la République s'installe, les bienfaits qu'elle procure, et donc la manière dont le peuple l'adopte. En réalité, évidemment, comme dans tout système politique, la situation n'est pas toujours aussi simple. C'est le but de cette troisième partie, donc de ce grand 3, de montrer les limites du consensus républicain. Derrière l'idée de consensus, il y a en fait l'idée d'accord de l'opinion publique, d'accord du plus grand nombre de la population. Alors en réalité, au milieu des années 1880, la République est confrontée à un fort mécontentement social. Il y a en effet une crise économique et évidemment, tout le monde n'a pas l'impression de profiter des bienfaits de la République. La presse a aussi révélé certains scandales politico-financiers, c'est-à-dire qu'en fait, certains hommes politiques se sont laissés acheter, corrompre par certains milieux financiers pour finalement être bienveillants avec certaines choses qui peuvent paraître illégales. Et évidemment, même s'ils sont très peu nombreux, ces hommes politiques ont tendance à discréditer l'ensemble de la classe politique. Et c'est donc dans ce contexte que l'on va entendre parler de ce que l'on appellera par la suite la crise boulangiste. Prenez votre livre à la page 164 et regardez le document 1. Alors, Boulanger est en fait un général, un ancien ministre de la guerre. Il est très populaire parce qu'il a toujours prôné la fermeté envers l'Allemagne. On se rappelle que les Français sont toujours traumatisés par la perte de l'Alsace et de la Lorraine et par la lourde indemnité de guerre qu'ils ont dû verser à la Prusse, et puis surtout aussi par le fait que l'Allemagne est née dans la Galerie des Glaces de Versailles avec, rappelez-vous, la proclamation de Guillaume Ier comme empereur. Nous sommes donc cette fois aux élections législatives de 1889. Et ce général Boulanger semble rallier sur sa personne les suffrages depuis l'extrême gauche jusqu'à la droite monarchiste. On trouve donc tout le panel des électeurs. Et il se trouve que son entourage proche, ses soutiens, poussent le général Boulanger à pratiquer un coup d'État. Les républicains s'unissent face à cette menace et finalement, ils arrivent à repousser la menace boulangiste aux élections de septembre 1889. Bon, il faut dire aussi que le général Boulanger n'est pas allé au bout et n'a pas finalement décidé d'organiser ce coup d'État. Du coup, et face à cet élément de faiblesse, la République va attirer progressivement les catholiques, c'est-à-dire ceux qui auraient préféré l'installation de la monarchie, qui se rendent compte que l'on s'éloigne de plus en plus d'un retour à la Restauration, et qui se disent qu'après tout, dans la République, ils peuvent aussi trouver quelques compensations. Nous allons parler dans notre grand B de l'extrême droite nationaliste. Il est important de définir deux termes qui peuvent paraître proches
et qui pourtant ne sont pas synonymes. D'abord, le patriotisme. Les républicains sont patriotes. Ils cherchent à rassembler les citoyens autour d'une définition politique de la nation. Ainsi, être patriote, c'est mettre la France en avant, mais la France dans ce qu'elle a de positif, dans ce qu'elle a de réussi, dans sa capacité à intégrer un certain nombre de peuples et de diversités. À l'inverse, le nationalisme, lui, est mis en évidence, en exergue par l'extrême droite, et il est fondé sur une définition biologique de la nation. Cette fois, on a les Français d'un côté, contre les étrangers en général, ça c'est la xénophobie, et contre les juifs en particulier, là, cette fois, on a basculé dans l'antisémitisme. Donc, autant le patriotisme peut être mis en valeur dans son aspect positif, autant le nationalisme est un sentiment extrêmement critiquable. Revenons sur une affaire d'espionnage. En septembre 1894, l'état-major français découvre un bordereau. On mettra le mot entre guillemets. Ce bordereau annonce l'envoi de documents militaires en Allemagne. Les soupçons se portent, sans preuve, sur un jeune capitaine juif alsacien, Alfred Dreyfus. Le 22 décembre, c'est-à-dire 3 mois après le début de l'affaire, en s'appuyant sur des documents falsifiés, le Conseil de guerre condamne Dreyfus à la dégradation militaire et à la déportation sur l'île du Diable. Seule sa famille et quelques proches sont convaincus de son innocence. On comprend bien que pour Dreyfus, c'est donc une humiliation, puisque ça veut dire qu'il n'est plus officier. Et en plus, il est déporté dans un bagne où la vie est très difficile. L'affaire Dreyfus révèle deux tendances politiques opposées. Il y a ce qu'on appelle les Dreyfusards, qui pensent que Dreyfus n'est pas coupable, et ce qu'on appelle les anti-Dreyfusards, qui ont déjà condamné Dreyfus. Voyez le texte d'Émile Zola. Il a d'ailleurs écrit un article dans un journal qui s'appelle L'Aurore en 1898, et vous voyez sur l'image cet énorme titre. On l'a bien compris, Zola fait partie du camp des Dreyfusards. À l'inverse, les anti-Dreyfusards sont souvent des nationalistes et des antisémites. Il est bien évident que l'action d'Émile Zola, par exemple, a contribué à ce qu'ait lieu un nouveau procès. Il se déroule en juin 1899. Dreyfus est alors jugé coupable, mais gracié par le président de la République. En fait, il s'agit à l'époque d'un compromis pour ménager les institutions, en particulier l'armée. Il ne faut pas oublier que la France est dans un contexte où elle pense qu'un jour elle pourra prendre sa revanche contre l'Allemagne pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Alors, discréditer l'armée, ça peut être dangereux pour l'avenir. Mais le milieu politique pense quand même que Dreyfus n'est pas coupable. Alors le président de la République le gracie. Évidemment, pour Dreyfus et pour sa famille, rester condamné, c'est être déshonoré. C'est pourquoi il
continue à faire appel et finalement un nouveau tribunal réhabilite Dreyfus en 1906. Il est alors réintégré dans l'armée, promu commandant, c'est bien la moindre des choses, et il reçoit même la Légion d'honneur. Si l'on dresse le bilan de cette affaire, on peut considérer qu'elle a permis d'associer la République aux valeurs de justice, de raison, de droits de l'homme, de rejet du racisme et de l'antisémitisme. Oui, la République a commis des erreurs, mais oui, elle est également capable de les reconnaître et de revenir en arrière. Et finalement, ce qui pouvait être une épreuve qui aurait pu emporter la République va en réalité la consolider. Désormais, l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, mais il les autorise tous. En clair, le clergé n'est plus un corps de fonctionnaires, mais l'Église doit se débrouiller sur ses propres deniers pour rémunérer les religieux. Les biens de l'Église deviennent propriété de l'État et l'État les met à disposition pour la bonne pratique du culte. Désormais, les églises paroissiales relèveront des communes et l'État garde la gestion des cathédrales. Il y en a une par département. Évidemment, puisque désormais la puissance publique contrôle l'Église, il faut dresser l'inventaire de tout ce qui se trouve dans les églises. Cette loi va choquer les catholiques et vous le voyez sur la photo qui vous présente ce qui s'est passé à Moulins, une manifestation hostile aux inventaires en 1906. Progressivement, la loi de 1905 va être vécue comme une loi d'apaisement qui va permettre à l'Église de se développer librement et à chaque Français de pratiquer le culte de son choix ou de ne pas en pratiquer du tout. Pour prolonger la réflexion, vous répondrez à la question 3 de votre livre à la page 167. Elle concerne les documents 3, 5 et 7 du dossier sur la loi de séparation des Églises et de l'État.